Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Qui suis-je? Animal? Humain? Définitivement humain? Un combiné des deux? Pendant longtemps, nous nous sommes ouvertement séparés du règne animal, attribuant à celui-ci la bestialité, la sauvagerie et la violence, pour mieux nous mettre en valeur en faisant ressortir notre faculté d'empathie et de coopération. Nous savons aujourd'hui que la limite entre notre humanité et animalité est bien plus complexe à appréhender et qu'il serait plus exact d'étendre les facultés que nous pensons comme spécifiquement humaines à d'autres animaux, comme les primates par exemple. Pour explorer ce champ de la psychologie animale et finalement humaine, découvrons les travaux de l'éminent primatologue et éthologue néerlandais Frans de Waal, qui nous a quittés ce 14 mars 2024, à l'âge de 75 ans. En 2011, la revue Discover le classait parmi les 47 plus grands esprits de la science. Il a ainsi fortement contribué par ses travaux à faire avancer nos connaissances sur la complexité des comportements des primates au cours des dernières décennies. Après une thèse sur le comportement à la fois agressif et coopératif des macaques, il décroche un doctorat en biologie. En 1982, il publie La politique du chimpanzé. Avec cet ouvrage, il brise à l'époque un consensus préconçu sur ce que signifiait être un animal et être un humain. Frans de Waal enseignait l'éthologie des primates au sein du département de psychologie de l'université américaine d'Emory à Atlanta aux États-Unis. Il a également publié L'âge de l'empathie, leçon de nature pour une société plus apaisée. Selon son expression, nous sommes des singes bipolaires. Si les scientifiques ont souvent étudié les sociétés de chimpanzés, ils ont pu y observer des comportements violents, car effectivement, la hiérarchie et la domination sont très importantes chez cette espèce. La quête agressive du pouvoir et du sexe y font légion. Cependant, le chercheur nous rappelle qu'en parent le plus proche, nous avons également le bonobo, où la sympathie et l'empathie prédominent. Ceux-ci sont de joyeux lurons, où la bisexualité y est débridée. Nous ne pouvons pas ne regarder qu'une partie de notre héritage biologique en regardant les chimpanzés et en ignorant les bonobos. Ainsi, selon Frans de Waal, l'humain a une vision erronée de sa propre nature qui, après la Seconde Guerre mondiale et ses atrocités, a renvoyé son côté obscur du côté de l'animalité de l'homme. L'agressivité et la barbarie ne pouvaient être que d'origine animale. Dans les années 1980, Margaret Thatcher et Ronald Reagan prônaient les vertus de la rapacité, du développement individuel par l'écrasement de l'autre pour la société et pour l'économie. Toutes les théories évolutionnistes ont suivi, montrant l'homme comme seul capable de s'extraire d'une masse pour vivre son individualité, mais aujourd'hui, nous savons pertinemment qu'il ne s'agit que d'un leurre dont nous payons fortement le prix, puisque nul n'est capable de vivre en dehors de sa propre société. Pour Frans de Waal, nous avons à l'époque commis une grande erreur de croire que parce que la sélection naturelle est un processus d'élimination cruel et sans pitié, qu'elle doit produire des créatures cruelles et sans pitié. Elle favorise simplement les organismes qui survivent et se reproduisent. Or, les voies du succès sont multiples et ne passent pas toujours par l'agressivité et la guerre. Les humains partagent 98% de leurs gènes avec les grands singes. Et comme nous, les grands singes sont mus par leurs émotions. Il ne s'agit pas que d'instinct ou de biologie. Par l'étude du comportement animal, Frans de Waal remet en question ce vernis individualiste qui semble définir l'homme, comme si seul cet intérêt de développement lui permettait de croître et de s'élever. Pourquoi un nouveau-né pleure-t-il lorsqu'il entend un autre bébé pleurer? C'est là que commence l'empathie. Nous naissons avec des pulsions qui nous poussent vers les autres, et ces pulsions sont naturelles et très anciennes et se retrouvent dans les comportements de nos parents primates, comme les bonobos, étudiés dans les années 80. Oui, les grands singes compatissent et apportent leur aide aux plus précaires et nécessiteux. Ils peuvent veiller sur un compagnon blessé, ralentir le rythme pour un compagnon à la traîne, ou encore aller chercher de la nourriture pour les plus anciens incapables de se la procurer.
Le primatologue a également vu une femelle bonobo s'occuper délicatement d'un étourneau jusqu'à ce que celui-ci puisse de nouveau voler. Ainsi, nous ne sommes pas la seule espèce douée d'empathie. Ce n'est pas une qualité humaine, elle est observable chez bien des espèces. En 1996, pourtant, nous avons vu et compris cela, lorsque Binti Joua, une femelle gorille de 8 ans, vola au secours d'un enfant de 3 ans tombé de 6 mètres d'eau dans sa fosse du zoo de Chicago. Cette vidéo a fait le tour du monde. L'aptitude à comprendre les autres sous-entend que nous pouvons tout autant en prendre soin que les faire souffrir. Et comme le dit le primatologue, il a également observé des chimpanzés faire du mal pour s'amuser, comme le font les humains. Notre goût du pouvoir se retrouve également chez les primates, à l'exception que, contrairement à nos politiciens, ils n'ont pas de comportement trompeur, rien n'est dissimulé. Il cite d'ailleurs dans sa compréhension du système de pouvoir chez les chimpanzés la précieuse lecture du Prince de Machiavel, comme quoi nous n'avons rien inventé, la méchanceté n'est pas le propre de l'homme, et pour Franz, l'humanité est plus empathique et coopérative que nous le pensons. Comme les big men des sociétés premières où la politique est un travail de tous les jours, car le plus grand nombre peut vous renverser, les primates sont très sérieux en politique et se maintenir au sommet est un travail de tous les jours. La hiérarchie a des racines profondes et montre bien à quel point les inégalités sont également anciennes. Cependant, chez certaines espèces, nous pouvons remarquer un désir d'égalité, comme chez les capucins qui effectuent le même type de travail pour le même salaire, sinon ils refusent de l'exécuter. On ne peut payer en concombre certains et d'autres en grains de raisin. Il a été également découvert que les bonobos, sociétés où les femelles dominent, ont mis en place une stratégie pour éviter l'infanticide. Le nombre de partenaires étant multiple, il est impossible pour un mâle de tuer les rejetons d'un rival sexuel pour s'assurer au plus vite de la fertilité d'une femelle. La paternité est ainsi brouillée, même si l'inconvénient majeur est le désinvestissement du père dans l'éducation. Chez nous les humains, le point de départ d'une certaine stabilité familiale est le début de la famille nucléaire, composée d'une mère, d'un père, s'occupant tous les deux d'élever et de nourrir l'enfant. Finalement, la différence majeure avec les grands singes est notre capacité à créer le couple autour de l'enfant. Ainsi, plus besoin de se battre pour la femelle, moins de doutes sur la paternité, et donc un meilleur investissement du père dans l'éducation. Pour Franz, nous ne pouvons séparer nature et culture. C'est un long continuum dont nous faisons partie et dont les grands singes sont nos prédécesseurs. Les grands singes n'ont pas eu besoin du langage pour voir émerger leurs émotions, l'expression corporelle, le visage, les gestes spontanés sont suffisamment éloquents. Selon le primatologue, en développant le langage, l'homme, lui, a privilégié le rationnel sur l'émotionnel dans la construction de sa société. Les humains et non-humains sont simplement des types de singes différents et les tendances empathiques et coopératives sont continues entre espèces. Cette conviction se lit dans son ouvrage « Âge d'empathie ». Nous commençons par postuler des frontières nettes, telles qu'entre les humains et les grands singes, ou entre les grands singes et les singes, mais avons en fait affaire à des châteaux de sable qui perdent beaucoup de leur structure lorsque la mer de la connaissance les recouvre. Ils se transforment en collines, nivelées de plus en plus, jusqu'à ce que nous revenions là où la théorie de l'évolution nous mène toujours, une plage en pente douce. C'est tout pour aujourd'hui, excellente semaine à toutes et à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça green, oui. Green comment? Super green, aussi green que ça peut être green. Green à la puissance des pas possible. Green, tu vois? Mais alors tu vois le green absolu. Green, plus green.